Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes. Vous êtes fidèles sur notre chaîne et donc pas besoin de présenter toutes nos émissions. J'aimerais toutefois dire que ce très beau plateau tel qu'il a été conçu l'a été par Fabienne Vermeulen, ma collaboratrice. Et donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore pour une émission un peu particulière sur un sujet qui pose beaucoup de questions et qui crée parfois aussi des peurs. L'hypnose. Alors, pour parler de l'hypnose, deux spécialistes. Linda Boussouak, hypnothérapeute, Laetitia Clado, psychanalyste et également spécialiste donc, de l'hypnose. Vous combinez les deux pratiques. Bon, vous allez certainement vous présenter vous-même un peu. Vous avez quand même un point commun. Vous êtes très actif au sein du Centre d'études sur la psychanalyse de l'ULB. Vous avez d'ailleurs déjà mené ensemble plusieurs colloques. Je pense par exemple à un très beau colloque sur le chamanisme. Donc c'est vraiment deux personnes qui se connaissent bien que nous avons ici sur ce plateau. Alors première question que je voudrais vous poser, mais vous intervenez comme vous le jugez bon, c'est l'hypnose, ça fait peur. L'hypnose, ça évoque directement le phénomène de cirque, l'hypnose de foire ou l'hypnose de cirque. On va être dépossédé de soi-même, on va faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'on va suggérer. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'hypnose qui revient en thérapie? C'est de la manipulation? Alors non, c'est quand même pas de la manipulation. C'est vrai que quand on voit finalement tout ce qu'on aperçoit à la télé, au cinéma, etc., on a vraiment plutôt cette impression que quelqu'un va prendre le contrôle de nous et va nous faire faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Mais parfois, ça peut même aller jusqu'à l'idée de se dire est-ce que je pourrais tuer quelqu'un sous hypnose sans m'en rendre compte? Et bien sûr que non, en fait, tout ça, ça n'existe pas. L'hypnose, c'est absolument pas une dépossession de soi. Et ce qu'on voit en spectacle, c'est pas l'hypnose qu'on pratique, nous, en thérapie. Ça n'a absolument rien à voir. Le spectacle, c'est un show, c'est des gens qui sont là pour avoir envie de voir des choses, de faire des choses, et donc comme ils sont déjà extrêmement compliants, ils ont tendance aussi à beaucoup jouer le jeu. Après, il y en a qui basculent un peu plus loin aussi, mais qui ont vraiment beaucoup plus envie de jouer le jeu, et on est dans quelque chose qui n'est absolument pas thérapeutique. À côté de ça, aujourd'hui, maintenant, on a vraiment l'hypnose thérapeutique qui rejoint à nouveau le champ médical, et de manière assez intense. Et là, l'hypnose n'a plus du tout quelque chose à voir avec ce qu'on voit dans le spectacle. On est vraiment sur un mécanisme cérébral de stimulation de retraitement de l'information pour aider le cerveau du patient à faire autre chose que ce qu'il fait maintenant. En général, voilà, ça peut aller de la provocation d'une douleur à des bruits fantômes, en passant par des troubles alimentaires. Beaucoup de choses sont possibles en fait de pouvoir accompagner par le biais de l'hypnose aujourd'hui. Et ce n'est pas une dépossession de soi. En hypnose thérapeutique, on est plutôt dans une reprise de contrôle de soi. D'accord. Alors pour compléter un petit peu ce que ma collègue a dit, souvent, on me pose la question en séance, est-ce que c'est vrai ce qui se passe en scène, sur scène? Est-ce que c'est vrai ce qu'on voit à la télévision? Oui, ce qui se passe est vrai. Il n'y a pas eu de trucage. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux d'hypnose. Il y a certaines personnes, à peu près, on va dire peut-être 14% de la population, qui est très hypnotisable. Mais tout le monde est hypnotisable, mais à des niveaux différents. Et quand, par exemple, je prends Mesmer ou quelqu'un d'autre est sur la scène, il fait ce qu'on appelle des tests de suggestibilité. Et à travers ça, il reconnaît directement qui sont les personnes qui sont les plus hypnotisables et avec lesquelles il peut faire un petit peu ce qu'il veut sur scène. Donc il essaie de rentrer dans le pourcentage de personnes très sensibles. Et ça apparaît directement quand il fait les tests de suggestibilité, que en général on est censé utiliser en hypnose, aussi, mais... Non, voilà. Mais déjà, à partir du moment où ils sont là, on sait qu'ils vont être compliants, ils vont aller dans la volonté, parce qu'on ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un non plus. Même pendant un show, on ne peut pas aller contre la volonté. Les gens qui sont là veulent vraiment le faire. Mais c'est vrai qu'on le voit dans la sélection des candidats. Il y a des gens qui sont mis directement à part parce qu'ils viennent défier en disant « moi, tu n'y arriveras pas ». Et donc, dans les tests de suggestibilité, on s'en rend compte immédiatement. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas choisir ces personnes, parce qu'effectivement, ce serait un échec. Mmh. Mais ça, ce n'est pas le cas du tout en hypnose thérapeutique. Absolument pas. Non. Là, la personne vient pour qu'on l'aide à trouver une solution par rapport à une difficulté qui pourrit sa vie en général. Donc bien sûr que là, il n'y aura pas du tout cette question-là qui va se poser. Cela dit, en hypnose thérapeutique, il faut savoir une chose, c'est que on ne guérit personne. On n'est pas des gourous, on n'est pas des médecins. C'est
le principe, c'est comme un petit peu être un guide de montagne qui montre le chemin, tout simplement à la personne guidée, et qui l'aide à affronter les difficultés qu'elle va rencontrer durant ce chemin. Et c'est elle qui a tout en sa possession pour pouvoir trouver les solutions. La seule chose, c'est on va lui permettre de faire un peu plus confiance à son inconscient pour qu'elle puisse trouver les solutions et qu'elle puisse pouvoir aller mieux, tout simplement, par la suite. Alors vous avez prononcé, Linda, le mot difficile, le mot inconscient. Bon, évidemment, l'inconscient, ça nous renvoie très rapidement à Freud, qui en a été un des pionniers, hein, les structuralistes auraient dit un inventeur hein, de l'inconscient. Freud, à son époque, on pratiquait déjà l'hypnose, et lui a eu une grande défiance à l'endroit de l'hypnose. Si ma mémoire est bonne, mais vous me reprenez bien sûr comme spécialiste, ce qui l'inquiétait, c'était l'assuétude que créait l'hypnose à son époque. C'est-à-dire les personnes qui avaient été hypnotisées et qui se sentaient mieux, dans ces patients, redemandaient à être hypnotisées. Et donc finalement, ça crée une assuétude et ça crée l'inverse de ce que le médecin souhaitait à ce moment-là par rapport à ceux qui le consultaient. Alors aujourd'hui, je crois que l'hypnose a trouvé quelque chose de nouveau dans son cheminement et ce problème-là n'existe plus tellement. Vous pouvez un peu nous en parler, cet héritage de Freud et puis finalement cette évolution vers l'hypnose contemporaine ? Alors, tout au début, quand il a commencé à utiliser ça l'intéressait parce qu'il avait aussi l'impression qu'on faisait remonter des souvenirs et que ces souvenirs étaient forcément vrais. Aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte, on a pris beaucoup de distance par rapport à ça, que tout ce qui ressort en hypnose va passer à travers le prisme du fantasme d'une certaine manière, et tous ces souvenirs qui remontent sont parfois des souvenirs qui sont recréés, donc ne sont pas forcément véritables. Et on a eu une grosse vague comme ça il y a quelques années. Au début, on a vraiment recommencé à travailler beaucoup l'hypnose ici en Europe, de gens qui pratiquaient ce qu'on appelle des régressions à la cause en une séance, qui étaient des gens qui avaient été vaguement formés pendant 2-3 week-ends et qui faisaient des régressions à la cause. Et on a beaucoup de gens qui sont arrivés avec des faux souvenirs. Moi, je sais que j'ai eu le cas d'une jeune fille qui est arrivée complètement fâchée avec toute sa famille après une régression de ce genre auprès d'un thérapeute et qui avait fait dans sa régression le souvenir que son père l'avait agressée sexuellement quand elle était enfant, etc. Et finalement, au bout d'un certain travail et d'autres séances d'hypnose qu'on a fait ensemble, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas vrai du tout. C'était un souvenir qui avait été recréé, elle avait assisté à quelque chose, qui avait été transformé par le prisme du fantasme, etc. Et à travers le travail psychanalytique, on s'est rendu compte que c'était pas vrai du tout, mais ça avait quand même détruit une famille. Donc là, on a eu quelque chose effectivement de compliqué. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup en fait. Hein. Donc on s'est vraiment rendu compte que les souvenirs qui remontent ne sont pas forcément les vrais. Et ça, c'est vrai aussi que Freud s'en était rendu compte et à un moment s'est dit mais je ne peux pas vraiment faire confiance à cet outil en fait, parce que ce qui remonte, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Donc l'hypnothérapeute n'est pas un archéologue qui va rechercher des choses du passé qui sont enfouies. C'est davantage, dans le sillage de la psychanalyse aussi, une reconstruction commune qui permet à la personne de mieux vivre. Voilà, c'est un outil qui va être très très intéressant, mais c'est un outil qui doit être éclairé au regard de la thérapie, de toute façon, surtout si on essaye d'aller chercher des informations. D'accord. D'où l'importance de la formation de l'hypnothérapeute. Et il est vraiment primordial que l'hypnothérapeute ait une formation et un suivi au niveau de ses formations assez important pour qu'il puisse justement tout simplement maîtriser en cas de problème durant les séances, aussi pouvoir régler les problèmes quand ils se posent. Cela dit, au niveau de la régression à la cause, si on a une bonne formation, et selon les différentes hypnoses qu'on pratique, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'hypnoses sur le marché actuellement. On part de l'hypnose de scène, l'hypnose ericksonienne, on a la nouvelle hypnose, et puis les humanistes, l'hypnose chamanique, etc. Il est important de pouvoir... On peut utiliser la régression à la cause en général quand on l'utilise. Par exemple, par rapport à l'hypnose que moi je pratique, qui est basée entre autres sur l'hypnose humaniste, on l'utilise via des métaphores, c'est-à-dire que le patient n'est jamais confronté à la problématique directement. Il est juste confronté à une histoire métaphorique dans laquelle, comme un livre, comme un conte d'enfant, dans laquelle il y a le héros, il y a le problème, les outils dont il dispose et qu'il va trouver pour pouvoir régler son problème, et puis la solution. Et
en aucun cas, il va être confronté directement à la problématique. Et donc, il n'y a aucun problème d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que il n'y a pas de, il va pas sortir de la séance triste ou complètement abattu ou traumatisé. Ça, c'est exclu. Je ne comprends pas très bien. Donc, métaphorique, moi j'entends bien le sens du mot métaphorique, mais ce serait peut-être bien de le repréciser dans le contexte. Vous me donner un peu un exemple qui permet d'illustrer ça? Alors, on va prendre tout simplement Jung, les archétypes de Jung. Tous les archétypes de Jung, ce sont des archétypes métaphoriques. On utilise les archétypes comme par exemple la montagne, comme la rivière, le château, la maison. Et tout ça représente, chaque chose, chaque archétype représente tout simplement une chose bien spécifique. L'arbre, par exemple, c'est la confiance en soi. Et donc, quand on veut travailler sur la confiance en soi d'une personne, tout simplement, on l'amène dans une forêt, dans un endroit qu'il choisit. C'est son monde imaginaire. Moi, je leur dis toujours, vous êtes comme Alice au pays des merveilles et vous allez tout simplement dans votre monde. Et c'est comme un enfant qui est dans son monde imaginaire et puis on le guide, il va dans son arbre et là, on travaille l'arbre. Ça, c'est la métaphore. Donc, je choisis personnellement, dès le début, le contexte dans lequel je veux évoluer, par exemple dans une forêt, etc. Oui. Et puis, hop, c'est parti et vous me guidez alors. Je guide et selon la problématique, selon l'objectif qui est fixé, parce que chaque séance doit surtout avoir un objectif de base sur lequel travailler. Sinon, c'est comme si vous êtes dans un océan d'informations. L'inconscient, il contient énormément d'informations. Si on ne lui dit pas exactement où il doit aller chercher l'information à travers un objectif bien précis, bien inscrit, etc., il va aller patauger. Donc, il faut le guider, telle l'adresse sur un GPS. Donc, il faut le ramener. Et puis, tout simplement, à travers le paysage dans lequel il se trouve, on le guide et on met tout ce qui est métaphorique, c'est-à-dire que ce soit l'arbre, ça dépend, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si on doit travailler la confiance, si on doit travailler la douleur, si on doit travailler les problèmes par rapport à la fertilité pour une femme, si on doit travailler, que sais-je, les problèmes par rapport à l'argent, aux dépenses excessives, par rapport aux addictions, les blocages, les traumatismes, voilà. Donc c'est vraiment une incitation à un voyage métaphorique, symbolique, que vous guidez. Oui, tout simplement. L'objectif, c'est vraiment de stimuler quelque part le cerveau à débloquer une information et à trouver un nouveau chemin et une nouvelle manière de faire. Moi, je travaille principalement en hypnose médicale, donc c'est vrai que les gens qui viennent me voir, c'est plutôt pour des problèmes médicaux. Principalement, moi, je travaille sur la douleur fantôme et sur les bruits fantômes, donc les acouphènes. Je me suis vraiment passionnée finalement sur ces informations fantômes que le cerveau se mettait à reproduire et donc qui ne sont plus produites par le corps mais qui existent quand même toujours bel et bien et ont un effet puisqu'elles sont produites par le cerveau et se manifestent par des symptômes assez violents à l'intérieur de la personne. Et à chaque fois que je vois ces patients arriver, je leur explique qu'en fait on va commencer à créer un nouveau chemin neuronal à l'intérieur d'eux par le biais de l'hypnose, un chemin qu'on va emprunter de plus en plus souvent où le cerveau va se mettre à faire autre chose, va ne pas produire de la douleur dans cet endroit, ne va pas produire de bruit fantôme à cet endroit. Et on travaille de cette manière. Et au plus, on va aller dans la répétition, parce qu'ici, c'est important, c'est un outil qu'on doit donc... on doit apprendre à s'en servir, on doit apprendre à le manier, on doit apprendre à l'utiliser. Et donc, il va y avoir vraiment de la répétition. La répétition, moi, je le fais simplement parce que j'enregistre les séances, j'enregistre toutes les histoires que je fais avec mes patients, et je leur envoie par mail, ils le reçoivent à la maison, et on continue de travailler à la maison. Et puis, on va à chaque fois un petit peu plus loin. Cette répétition fait que le cerveau prend l'habitude d'utiliser ce chemin de plus en plus et de plus en plus. Et à terme, on espère qu'il va principalement employer ce chemin-là. Vous ne pouvez jamais effacer une information. Je ne peux pas effacer un douleur fantôme, je ne peux pas effacer un acouphène. Par contre, je peux stimuler le cerveau à aller le ranger au bon endroit, qu'il se transforme en souvenir. Et plus qu'il ne soit pas constamment présent de manière préfrontale ici, à sonner tout le temps ou à tout le temps faire mal. Et puis le rôle de l'hypnothérapeute aussi, c'est de pouvoir donner tous les outils aux patients afin qu'il puisse prendre sa vie en main. Et d'où l'importance de leur apprendre l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est vraiment quelque chose de primordial. Après chaque séance, je donne des exercices d'auto-hypnose, ce qu'on appelle des actions métaphoriques, qui sont à faire tous les jours. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes, 10 minutes, selon encore une fois, selon la problématique. Et ça nous permet aussi de nous voir à quel point le patient est prêt à tout simplement s'en sortir, à quel point il est prêt à aller mieux, s'il a encore des blocages, etc., en ne faisant pas ces exercices. Mais s'il fait
tous les jours ces exercices, le résultat est encore beaucoup mieux et en plus, ce sont des exercices qu'il peut utiliser par la suite pour n'importe quelle autre problématique sans devoir passer par nous spécifiquement. Donc, c'est vraiment faire en sorte que le patient devient autonome. Donc, c'est un exercice de liberté, c'est ce que vous me dites. Et c'est très agréable, hein. C'est ça aussi qui est important, c'est pas un devoir, c'est très agréable de faire ça. Et quand on tombe sur des blocages, des personnes qui n'arrivent pas à répéter, on essaye de comprendre pourquoi, parce que c'est à nous de travailler à lever le blocage avec eux, évidemment. D'accord. Et dans votre expérience, quels sont finalement les moments que vous pensez être extrêmement forts par rapport à cette méthode? Et puis, quelles sont les choses qui, à votre avis, sont plus ou moins les limites de la méthode? Des limites, il y en a une qui est fondamentale, c'est jusqu'où le patient veut bien aller, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important. En général, le patient arrive avec une demande qui est assez particulière, toi parfois peut-être un tout petit peu plus large, mais voilà. Mais ils ont quand même une demande en général qui est assez particulière. Et donc, souvent, on va lever un peu des lièvres, hein, comme on est psychanalyste aussi en même temps. On va lever certains lièvres, on va peut-être suggérer l'idée de pouvoir travailler sur certaines choses ou certaines choses qui viennent nourrir le symptôme. Est-ce que le patient veut bien aller jusque-là? Pas toujours, en fait. Moi, il m'est arrivé des gens qui m'ont dit, écoutez, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne veux pas savoir. Je ne veux pas remonter jusque-là, je ne veux pas avoir d'image, je ne veux pas avoir de souvenirs. Ça, c'est quelque chose où je ne veux pas aller. Donc, voilà, ça, c'est une limite, en fin de compte. On doit respecter la liberté du patient, quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire? Et là où il n'est pas prêt à aller, je ne dirais pas capable, parce que je pense que tout le monde est capable d'eux, mais il n'est pas prêt à y aller. Peut-être parce que ce n'est pas encore le moment, peut-être que ce sera plus tard, et peut-être jamais, mais on doit pouvoir respecter ça. Ça, c'est une limite, et je crois que c'est une des seules que je peux voir dans ce travail, en tous les cas. Donc c'est une limite tout à fait respectable, finalement, parce que c'est la personne qui doit respecter la liberté de qui n'a chacun. pas l'envie ou le désir d'aller jusqu'à l'endroit où elle pourrait éventuellement aller. Oui. Et il a le droit, on n'a pas toujours envie de se confronter au trauma. Hein. Oui, bien sûr. Et puis chaque chose en son temps. Il est possible que le moment où il vient nous voir, il n'est pas prêt pour certaines choses, et puis qu'il revienne beaucoup plus tard parce qu'il se dit « Ok, maintenant c'est le moment pour moi de travailler, d'aller plus loin, parce que là je suis prêt ». Donc il faut aussi respecter ça, tout simplement. Et vous combinez la pratique hypnotique avec la psychanalyse, ou bien c'est soit l'hypnose, soit la psychanalyse? Alors, moi, je la combine, mais pas de manière très classique, c'est-à-dire que j'ai ce regard de psychanalyste qui est vraiment ancré à l'intérieur de moi, mais principalement, je pratique l'hypnose. Et donc, quand les gens viennent me voir, c'est plus pour un traitement par hypnose que pour la psychanalyse. Mais ce regard fait que, évidemment, à travers l'expression du symptôme, je vois toujours des choses. Le cerveau ne fait pas ça pour rien, d'une certaine manière, même s'il l'exprime réellement à travers le corps, il ne le fait pas pour rien. Et ça vient toujours déclarer quelque chose, signifier quelque chose. Et donc ce regard psychanalytique me permet quand même en général de voir un peu plus juste, de piquer un peu plus au bon endroit aussi, et de partager évidemment tout ça avec la personne, parce que je ne fais rien derrière son dos. Mais à un moment de pouvoir se dire, écoute, voilà, il y a quand même ça qui est en train de se passer, peut-être que ce serait intéressant de pouvoir travailler dessus. Après, en toute liberté, encore une fois, mais c'est vrai que ce regard, pour moi, apporte quelque chose de supplémentaire dans la précision qu'on peut faire dans le travail. D'accord. En ce qui me concerne, quand les gens viennent me voir pour de l'hypnose, je leur précise bien que ce n'est pas la baguette magique. Parce que souvent, ils viennent et ils croient que tous les problèmes vont être réglés en quelques séances. Non, il ne faut pas oublier que l'hypnose, ça reste quand même de la thérapie brève. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser certaines séances pour un seul objectif. Encore une fois, c'est vraiment, je parle d'un objectif à la fois. Et c'est une problématique à la fois qu'on doit travailler. Par la suite, une fois que le travail, l'objectif et les séances sont terminées, là, effectivement, en tant que psychanalyste, je leur dis tout bonnement, voilà, il reste encore pas mal de choses qui sont à voir. À vous de voir si vous êtes prêts à entamer un travail plus en profondeur, un travail psychanalytique. Et s'ils le sont, bah, ils le font. Maintenant, quand ils ont, durant un travail psychanalytique, quand ils ont par exemple des traumatismes ou des événements de vie qui viennent comme ça d'une manière abrupte, il est clair que pour calmer un petit peu les émotions, pour calmer certaines choses, je peux faire des séances un petit peu pour essayer de réguler, pour qu'ils puissent être plus apaisés, pour mieux supporter le quotidien, afin de mieux continuer le travail thérapeutique. Mais on peut effectivement, on combine souvent les deux. Alors vous savez que la pensée des hommes, c'est une
une émission qui est très rationnelle. Au départ, c'était quand même la volonté d'amener la lumière par rapport parfois au champ des croyances, etc. Donc les origines sont quand même très marquées par le côté scientifique. Alors, vous n'êtes pas médecin. Comment ça fonctionne alors par rapport au Conseil de l'Ordre des médecins, par rapport aux accusations éventuelles d'exercice illégal de la médecine? Y a-t-il des lieux qui sont des lieux de formation certifiés? Y a-t-il un Conseil de l'Ordre des hypnothérapeutes? C'est intéressant à savoir également. En fait, c'est assez fondamental et c'est toute la problématique qui essaye quand même d'être réglée. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de conseil de l'ordre. Il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui ont des formations très légères. Parfois, effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en quelques week-ends, qui derrière ne sont ni psychanalystes, ni psychologues, ni aucune formation thérapeutique au niveau des profils psychologiques et de savoir comment est-ce qu'on peut gérer une crise aussi quand elle arrive. Donc non, il n'y a pas effectivement d'ordre par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour la personne qui va vouloir consulter de chercher à qui il a affaire, de ne pas consulter forcément le premier venu et puis vraiment effectivement de voir la formation, de voir si on est sur quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui pratique depuis plusieurs années, dans quel champ aussi pratiquent ces personnes. Il y a des personnes qui ne pratiquent que dans le champ médical, il y en a d'autres qui pratiquent tout à fait en dehors du champ médical et c'est pas mauvais non plus, mais attention à ce à quoi ils pratiquent aussi. Donc on peut parfois assez facilement tomber dans des milieux et dans des pratiques qui sont pas évidentes. Et ça, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est vraiment au patient de faire très attention de là où il va tomber et de faire quand même des recherches sur la personne qu'il va consulter. Mais la plupart du temps, à 80%, voire 90%, les gens viennent parce qu'ils ont été envoyés par quelqu'un qui est déjà passé. Oui, c'est via. Via, et aujourd'hui, via. par leur médecin aussi. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui commencent à vraiment adhérer au travail d'hypnose, qui s'intègrent de plus en plus à l'hôpital d'ailleurs. Et les médecins connaissent les praticiens et envoient chez ces praticiens en fait. Donc en fait, les hypnothérapeutes sérieux font partie de sociétés généralement qui sont les sociétés de psychanalystes ou des sociétés de psychologues, Tout à de fait. médecins évidemment aussi, parfois ça se combine, Oui. sérieuses, et il faut bien vérifier avant d'aller consulter qu'on a affaire à quelqu'un qui a quand même des garanties de sérieux. Oui. En même temps aussi, peut-être quelqu'un qui va à la rencontre de ce qu'on attend, en un premier temps du moins. Ah mais bien sûr, parce qu'on ne fait pas tout, hein. Donc chacun sa spécialité ou en tous les cas les choses qu'il préfère et donc on ne fait pas tout. Et donc il y a des gens parfois qui viennent nous voir et c'est pas du tout ce que nous on pratique ou notre champ d'action. Moi je sais que si j'ai des personnes qui viennent me voir pour des difficultés alimentaires, qui ont des troubles du comportement par rapport à ça, je ne sais pas les aider, c'est pas mon domaine. Par contre, je connais suffisamment de monde alentour de moi que pour référer aux bonnes personnes. Donc vous avez des spécialités entre hypnothérapeutes donc. On a nos marottes, hein, comme tout le monde. Il y a des choses oui. qu'on préfère. Voilà, comme les médecins ont leur spécialité, nous aussi, il y a des choses qu'on préfère pratiquer et sur lesquelles on a plus d'appétence. Alors vous pourriez peut-être nous dire en quelques mots un cas, sans citer de nom bien sûr, mais original ou quelque chose d'étonnant que vous avez vu dans votre pratique? Ah, on en a vu, hein. T'as une idée comme ça? Peut-être le cas Parkinson. Ah oui, très bien, oui. Ces derniers temps, j'ai une patiente, une très gentille dame que j'apprécie beaucoup et qui est venue qui souffre de la maladie de Parkinson, qu'elle a détectée malheureusement elle-même et elle a dû vraiment insister auprès de son médecin pour qu'il puisse lui permettre de faire les tests. Ce qui fait que déjà ici, la confiance avec son médecin a été rompue et la confiance avec tous les médecins a été rompue. Et elle m'a donné une bonne leçon de vie. Je dois dire que je n'avais jamais pratiqué l'hypnose pour diminuer, parce que pour Parkinson, on diminue les tremblements, on diminue les raideurs, mais on ne guérit rien, encore une fois, et on ne stoppe pas la maladie, on aide tout simplement la personne à faire face un peu mieux par rapport à cette maladie. Et comme je n'avais jamais pratiqué aucune hypnose sur une personne qui était atteinte de Parkinson, j'ai été honnête et je l'ai dit à ma patiente en disant « Écoutez, je n'ai jamais pratiqué ça sur qui que ce soit, donc je ne vous garantis pas le résultat à 100%.
Et la dame m'a dit, mais il faut rester positif, moi j'y crois, madame. J'y crois totalement et je suis sûre que vous allez pouvoir faire du bon travail et je crois en vous. OK. Donc voilà, et à partir de là, on a commencé à travailler et effectivement, il y a eu des améliorations. J'essaye aussi de faire en sorte de la guider pour qu'elle puisse reprendre son traitement parce qu'elle a arrêté le traitement et donc vraiment, j'essaye de faire en sorte qu'elle puisse aller consulter et suivre le traitement parce qu'il est primordial pour moi. En tant qu'hypnothérapeute, je ne suis pas médecin et ce n'est pas à moi de lui dire d'arrêter des médicaments ou de les prendre, mais de l'orienter vers un médecin spécialisé. Et donc, je lui ai dit tout simplement qu'elle pouvait toujours venir me voir si elle avait besoin de noms qui sont sérieux, de médecins sérieux, etc. Donc voilà, mais je trouve cette histoire, je crois que me marquera durant toute ma carrière. Oui, parce qu'il y a une dimension philosophique qui est intéressante. Tout à fait. C'est magnifique. Ouais. C'est une belle leçon de vie. Ouais. Vous fonctionnez aussi avec une supervision? C'est obligatoire. Enfin, pour donc nous, le superviseur, pour ceux qui nous écoutent, c'est celui avec lequel on échange. Au niveau humain, on travaille déjà beaucoup toutes les deux, c'est vrai, parce qu'on a la possibilité de pouvoir s'entendre, même dans les choses parfois les plus compliquées. Mais nous aussi, on doit vider notre sac. Hein. À la fin de la journée, c'est avec des vies qu'on a traitées, c'est avec des souffrances parfois vraiment ignobles qu'on a traitées aussi. Et sincèrement, faut qu'on puisse faire un sas, il faut qu'on puisse ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas aussi. Parce qu'on a vite tendance à rentrer dans le patient aussi, c'est un travail intense qu'on fait avec eux. En tout cas, je tiens vivement à vous remercier pour cette très belle émission, parce qu'on partage avec vous quelque chose qui, pour beaucoup, n'est pas de l'ordre du rationnel, et tout d'un coup, on découvre qu'en fait, c'est extrêmement rationnel, ça correspond à des règles assez classiques sur le plan de la psychanalyse. Et on entend aussi chez vous beaucoup de modestie, hein, c'est-à-dire on se rend bien compte que vous ne vous présentez pas comme les magiciens qui vont absolument soulager tout le monde des maux divers psychologiques ou physiques qui les accablent, mais que c'est bien une façon d'entrer progressivement dans l'humain, une façon de mieux se connaître soi-même, et une façon aussi qui ne consiste en rien à se déposséder de soi-même, mais au contraire à se réapproprier soi-même. Et en ce, je trouve que pour la pensée et les hommes, c'est tout de même quelque chose d'intéressant de vous avoir entendu, parce que notre cheval de bataille, c'est quand même la philosophie. Notre cheval de bataille, c'est quand même, finalement, permettre à chacun, dans un esprit de libre examen, de mieux se connaître, mieux s'investir, et finalement, mieux faire rayonner ce serait métaphorique à mon tour, cette petite lumière qui est en nous, mais qui, quelquefois, peut être un phare pour les autres. Donc, Linda, Laetitia, un tout grand merci pour merci à vous. Ce partage. Merci à vous. C'est un beau moment, et nos abonnés de la chaîne YouTube pourront suivre cette émission et la regarder avec intérêt. Vos noms apparaissent bien sûr pour de plus en plus d'informations sur ce phénomène encore mystérieux, mais qui aujourd'hui prend un contour un peu rationnel, l'hypnose.